Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour le temps de cette petite vidéo. J'aimerais vous donner de mes nouvelles. Ça fait quand même un moment que j'ai pas pu enregistrer de vidéo et ça me tarde de vous raconter un peu tout ça. Avant tout, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne en janvier 2023, au moment où ma soeur jumelle est morte. Et j'ai eu besoin de raconter ce qui s'est passé et surtout de raconter comment est-ce que je fais moi maintenant pour survivre parce que je suis vivante et que elle est morte et que nous sommes séparés. Alors, j'ai plein de vidéos que j'ai postées depuis tous ces mois. Je vous invite à aller regarder tout ça tranquillement. Si ça vous plaît, vous pouvez nous rejoindre dans cette petite communauté de personnes. La majorité des personnes, on est en deuil. Alors, il y a des personnes, ça fait longtemps, des personnes, c'est récent, hyper récent comme moi. Et vous êtes vraiment les bienvenus et vous pouvez laisser des commentaires et donner tout ce qui est votre façon à vous de vivre tout ça. C'est un espace de partage. Et puis, vous pouvez mettre aussi un pouce sur cette vidéo et voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, comme vous le savez, la majorité d'entre vous, je suis toujours à l'ashram de yoga. Et je suis toujours en train d'enregistrer les vidéos dans des endroits improbables. Cette fois-ci, je ne suis pas à l'extérieur. Je suis tout simplement dans la salle de bain. Comme vous le savez, je suis dans un dortoir. Et même si j'ai énormément de confort là où je suis vraiment hyper confortable là où je suis. Je ne peux pas enregistrer des vidéos là-bas parce qu'on a pour principe de ne pas passer ses coups de téléphone et ne pas parler à voix haute dans le dortoir pour ne pas déranger les autres. Donc je respecte ça et je me suis mise dans la salle de bain. Alors, bon, il y a d'autres salles de bain aussi, donc c'est pareil, je ne suis pas en train de bloquer une des salles de bain. Si, je bloque une des salles de bain, mais il y en a d'autres. Et voilà, donc c'est vrai que je ne vous raconte pas trop ma petite vie, ma petite routine ici. Je vous ai beaucoup parlé de mon travail quand j'étais dans mon travail de karma yoga en permaculture. J'ai eu besoin de faire une pause avec ces vidéos où je vous raconte mon travail. J'ai changé de travail, je suis maintenant toujours à l'ashram de yoga, mais je travaille une partie de mon temps dans la cuisine à la découpe des légumes, et puis une partie de mon temps, je travaille à la boutique de l'ashram de yoga avec une personne hyper sympa. Donc j'ai beaucoup de chance, une personne qui est très mature, très équilibrée, très claire dans ce qu'elle dit et puis aussi, comment dire, professionnelle en fait. Alors je souris en fait pendant que je vous dis ça parce que ceux qui m'ont suivi toutes ces vidéos que j'ai mis de côté maintenant, vous ne pouvez plus y accéder pour l'instant, mais toutes ces vidéos où je parlais de mon travail, où je vous expliquais à quel point c'était difficile pour moi parce que j'étais justement en relation avec deux personnes complètement immatures. Au niveau du travail, je parle, et dans la relation humaine, c'était extrêmement difficile. Là, ça me fait du bien de changer. Donc là, on ne se connaît pas bien, cette personne-là et moi, donc ma responsable de la boutique. On ne se connaît pas bien, mais pour l'instant, comme on est sur une distance, en fait, bah, les choses se passeraient très bien. Et donc, quand je vous parle de boutique, il ne faut pas imaginer une vraie boutique. En fait, c'est un travail que je fais qui est plutôt dans les coulisses de la boutique. Il y a une partie du travail, ça consiste à faire les commandes en fait des gens, parce que la boutique elle est en ligne. Donc il y a des commandes de livres, des commandes de tapis de yoga, ou bien enfin toutes sortes de choses, hein. Et à ce moment-là, moi je suis en charge maintenant de recevoir les demandes et puis de préparer les cartons pour les envois et de faire un petit peu toute la préparation qu'il y a autour de ça, imprimer les factures, trouver les éléments que la personne a commandés, et puis quand il n'y en a plus, proposer d'autres choses, etc. Donc bon, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Et puis après, il y a la boutique physiquement, donc quand j'ai du temps, il faut que je remette en rayonnage tous les bouquins qui manquent, toutes les choses qui ont été vendues, donc voilà, pour s'assurer qu'il y ait toujours ce qu'il faut quoi, en boutique.
Et puis ensuite, il y a des petites choses à préparer dans les coulisses parce qu'on vend de l'encens ou des choses comme ça. Donc, il faut préparer les boîtes en avance. Voilà, c'est un peu un travail de manutentionnaire, mais du détail. Donc, c'est agréable aussi. C'est malheureusement pas du tout, vous le savez bien, vous qui me suivez depuis longtemps, c'est pas du tout ce que je voulais faire parce que j'ai besoin d'être en extérieur. J'ai pas besoin d'être enfermée. Et puis parce que j'étais passionnée, je me suis passionnée par ce travail en permaculture et que ça me faisait tellement plaisir d'être en contact avec la nature, être en contact avec la vie, l'élément vie en fait, les choses vivantes autour de moi. J'ai besoin de ça. Vous savez très bien quand on est en deuil que la mort, on l'a tout le temps en tête en fait, on l'a tout le temps en tête. Et c'est pas mal de contrebalancer ça par quelque chose de très vivant. Et travailler dans la terre, travailler à semer des graines, à récolter, etc. C'est vraiment un super boulot, quoi. Quand on est en deuil, c'est vraiment un super boulot. Et donc j'ai perdu ça malheureusement. Donc là, heureusement, j'adore les bouquins, j'adore les livres, j'adore l'encens, j'adore les choses comme ça. Donc ça me fait plaisir de m'occuper de quelque chose comme ça dans la boutique. Mais c'est juste que je suis plus du tout en contact avec l'extérieur. Voilà un petit peu les nouvelles. L'autre travail que je fais, c'est en cuisine. Donc là, c'est pour diriger la coupe des légumes. Alors vous allez me dire, oui, comment ça, diriger la coupe des légumes? Mais c'est parce qu'en fait, on est sur des kilos et des dizaines de kilos de légumes à couper chaque jour pour les repas végétariens qu'on fait ici. Donc on divise le travail en plusieurs étapes. Et donc moi, je m'occupe de l'étape de la coupe des légumes. Et on doit être à peu près une dizaine de personnes à travailler. Donc je suis maintenant responsable de guider les gens dans la découpe des légumes pour expliquer quels sont les légumes qu'on doit couper, comment il faut les couper, leur proposer des méthodes et puis ensuite de rassembler en fait tout le travail dans des bacs, de mettre tous les bacs au frigo, dans les différents frigos et orienter aussi ensuite tout le nettoyage de la salle parce que évidemment si on a des contrôles sanitaires, il faut que ce soit fait de façon professionnelle, donc on a des procédures à suivre. Donc voilà, je suis en charge de guider en fait les gens pendant 1 heure à peu près, 1 heure et demie de travail. Moi en fait je fais toujours au moins 1 heure et demie, mais les gens qui viennent souvent font 1 heure de travail. Donc il faut qu'il y ait une bonne rythmique. Enfin bon voilà, ça je vous en parlerai parce que c'est en fait hyper difficile, ça a l'air de rien. Mais pour moi c'est difficile parce qu'en fait il faut diriger les gens et diriger une dizaine de personnes en même temps. Et vous avez tout le monde qui vous pose des questions en même temps de qu'est-ce que je dois faire de ça, j'ai pas bien écouté, est-ce que tu peux me réexpliquer, où est-ce que je mets ça et où est-ce que je trouve ça et qu'est-ce qu'on fait maintenant et où est-ce que ça part et... Donc il faut être super disponible, être très patient, être capable de répéter tout le temps la même chose, d'aider chaque personne, voilà, tout en ne donnant pas des ordres, en étant gentil et en même temps en respectant les délais. Donc c'est très difficile. Parce que bien sûr, la méthode, c'est de beugler sur tout le monde, de donner des ordres et de demander à ce qu'on soit obéi au doigt et à l'œil, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Je rappelle quand même qu'on est dans un ashram de yoga et que moi, dans ma perspective des choses dans la vie, j'ai envie que les gens soient heureux, j'ai envie qu'ils soient contents quand ils travaillent, j'ai pas envie de les rendre malheureux. Donc ça me demande à moi d'être très très efficace pour réussir à dire ce qu'il y a à faire et que le travail soit fait et en même temps que les gens soient à peu près contents. Et c'est difficile parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte mais ils se mettent à discuter. Ils se mettent par 2 ou par 3 et là c'est parti dans des discussions. Ce qui me dérange pas du tout, hein. Les gens travaillent en discutant, mais ils travaillent. Et là des fois ils travaillent pas et juste ils discutent. Donc c'est très difficile parce qu'il faut arriver et dire aux gens... En fait, c'est super que vous passiez du temps ensemble, que vous ayez un moment de convivialité, mais le problème, c'est qu'il faut que le travail soit fait aussi derrière. Donc, tous ces gens-là, en fait, ils donnent un coup de main. C'est juste 1 heure de travail
pour la cuisine, c'est parce qu'on a tellement de repas et puis on n'est pas payé, donc on a besoin d'aide. Et les gens sont très contents de venir en général. Il y a d'autres postes de travail. Là, la coupe des légumes, les gens sont super contents à chaque fois de venir. Ils veulent tous venir là, ce qui est quand même super sympa. Mais après, ils n'ont pas forcément la réalité de la situation. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a vraiment du travail à faire aussi. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Nous, les bénévoles, on s'est engagés pour venir travailler là parce que c'est ce qu'on veut faire. Les autres, ils sont en vacances de yoga. Il y en a certains qui sont en vacances de yoga, donc ils viennent pour travailler une petite heure s'ils ont envie, c'est pas obligatoire. Et puis les autres sont venus en vacances karma yoga, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ils viennent travailler 3h30. De cette façon-là, en fait, ils payent beaucoup moins cher. Ils ne payent pas le tarif normal parce qu'ils travaillent. Donc ça leur permet, quand on a moins d'argent, de venir quand même, passer une semaine et puis de pouvoir participer à toutes les activités, de payer moins cher, mais en échange, on travaille 3h30. Après, c'est un travail, ça va, c'est un travail léger. Et c'est pas des responsabilités. Et voilà, donc voilà, c'est ça un peu maintenant mes deux postes de travail. Et puis, comme vous l'entendez peut-être encore, je suis toujours malade. Ça fait exactement 2 semaines. Donc, quand je dis je suis malade, je suis plus malade. Évidemment que mon angine s'est complètement rétablie la semaine dernière déjà. La sinusite, elle va beaucoup mieux, c'est évident, parce que j'arrive à respirer. Et puis, je vous parle, on entend moins en fait. Mais il y a quelque chose chez moi où je sens que je ne suis pas rétablie parce que je suis très fatiguée. Après, vous allez me dire, c'est normal, hein, quand on se tape une angine aussi forte et puis une sinusite hyper forte derrière, ça prend du temps pour retrouver de l'énergie. Mais c'est aussi parce que j'ai pas du tout le moral. Voilà, je continue à être extrêmement déprimée. À cause de la mort de ma soeur jumelle, je suis dans un pic, là, vraiment au creux de la vague. Cette nuit encore, j'ai fait un rêve mais vraiment très dur, très dur. Parce que là, j'ai rêvé en plus de mon père aussi qui est mort l'année dernière. Donc juste à 10 mois d'intervalle, il y a mon père qui est mort et ensuite ma soeur jumelle. Et là, dans mon rêve, je les avais tous les deux et je m'en souviens de ce rêve. Donc ça a été éprouvant pour moi parce que je les voyais tous les deux vraiment debout devant moi, vivants, en train de parler. Et puis je comprenais pas ce qu'ils voulaient. Et je sentais bien que dans mon rêve, il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'en fait, ils m'ont fait comprendre tous les deux qu'ils étaient ailleurs. Et que moi, j'étais là où je suis et que je n'arrivais pas à les joindre. Je comprenais pas. J'arrivais pas à les rejoindre, je veux dire. Et à la fin de mon rêve, je me suis retrouvée en train de presque courir, marcher. J'étais dans la nature, comme voilà, dans un monde merveilleux où il y a une grande montagne. Enfin, vraiment, c'était très beau. Et puis j'arrive, je m'arrête net face à une faille, en fait, une énorme falaise. En fait, c'était comme un canyon plutôt, où il y a une paroi complètement abrupte, raide, devant moi. Et au fond, j'ai failli m'élancer dedans. Et au fond, je vois le fond est très loin, très loin. Il y a une grande forêt, etc. Ça a l'air magnifique, mais c'est vertigineux. Et en face de moi, j'ai ma soeur jumelle, qui est de l'autre bord, sur l'autre paroi. Elle me regarde, je la vois. Et la paroi n'est pas très éloignée, mais je veux dire, je ne peux pas toucher avec le bout de la main. Et quand j'ai voulu sauter, comme une folle dans mon rêve, je me suis dit je cours, et puis je saute, comme ça j'arrive directement sur l'autre bord, c'était beaucoup trop loin. Donc dans mon rêve, j'ai vu que si je faisais ça, j'allais juste chuter dans le trou, dans l'énorme faille, et que j'allais m'écraser en bas, quoi. Et même dans mon rêve, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Et c'est juste que quand j'ai regardé la paroi qui était en face de moi, donc au-dessus, et ma soeur jumelle, c'était une paroi extrêmement lisse, verticale, vertigineuse, impossible à grimper. Donc même dans mon imagination, je me disais, si je vais en bas, je descends jusqu'en bas et je tombe pas et que je meurs pas, enfin je veux dire, voilà, j'arriverai pas à grimper et donc à rejoindre ma soeur jumelle. Donc je me suis arrêtée net dans mon rêve à cet endroit-là, en me disant, mais qu'est-ce que je fais? Je suis là devant, elle est de l'autre côté, elle me parle, je vois qu'elle me parle et je peux pas la rejoindre. Donc voilà, je me suis réveillée comme ça ce matin, donc je suis très triste.
Et c'est comme ça tout le temps en ce moment. Donc je fais pas forcément des rêves, mais j'ai cette impression de tristesse qui me poursuit toute la journée. Et puis quand je me suis réveillée, j'ai compris qu'en fait c'était la mort, tout simplement, qui était entre elle et moi. Qu'elle était dans un endroit que je ne peux pas rejoindre parce que je suis vivante. Et donc ça m'a fait peur parce que je me suis dit, mais mince, comment est-ce que je vais faire pour aller de l'autre côté? Comment est-ce que je vais faire pour mourir en fait? Et je me suis dit, mais quand je vais mourir, le jour où je vais mourir, ça me fait peur parce que je me dis, comment on fait pour mourir? Moi, ça me fait peur de mourir en fait. Là, en tout cas, dans mon rêve, c'était, même si c'était merveilleux parce que je voyais c'était la nature, c'était beau et vraiment, il n'empêche que c'est une chute vertigineuse et surtout que ça donne cette impression d'une paroi glissante, impossible à franchir. Donc, il y a ce côté effrayant du non-retour possible. Et moi, le jour où je vais mourir, ben, j'ai peur parce que je ne sais pas comment je vais faire. Bien sûr que je ne sais pas à l'avance dans combien de temps ça va être. Ni comment ça va se passer que je vais mourir, mais plus ça va, plus je déprime en fait, parce que je vois les gens, vous voyez, je vois des gens qui sont vieux, qui sont venus ici en vacances de yoga, j'en vois certains qui boitent, enfin, je vois la vieillesse en fait, et ça aussi ça me fait mal. Je me dis j'ai aucune envie de vieillir en fait, j'ai aucune envie de vieillir, je vois pas l'intérêt, je vois pas, voilà, ça me donne pas envie de vieillir en fait, ça me donne pas envie de vieillir, et puis pareil pour la maladie. Je me dis, j'ai aucune envie évidemment d'être malade parce que j'ai vu ma soeur souffrir, le martyre pendant 4 ans. Je parle au début, c'était la souffrance morale. Hein. Et cette souffrance-là, moi, je suis pas capable maintenant. Je suis trop fatiguée. Donc même mourir en étant malade, je ne peux pas. Vieillir, je ne peux pas. Donc j'ai vraiment pas le moral, quoi. Alors être en bonne santé, oui, mais ce qu'on fait, c'est quand on est en bonne santé, c'est qu'on s'accroche à la vie. Donc si je m'accroche à la vie, ça veut dire que je vais donc vieillir. Et je ne veux pas non plus vieillir et vivre la vieillesse. Donc ça sert à quoi? Enfin, vous voyez, je me fais des nœuds au cerveau. Mais je sais que c'est normal. Quand on est dans le deuil comme ça, ben, on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi on est vivant. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort? Comment on va faire pour mourir? À quel moment on va mourir? Comment va se passer notre mort? En tout cas, moi, je suis en plein dedans. Je sais que les mois qui sont passés, j'étais pas forcément dedans. Mais là, je suis en plein dedans. En plein dedans. Surtout que j'ai une vie qui n'est pas très intéressante. Et je m'accroche pas à cette vie-là. La vie que je vis aujourd'hui, ben, elle n'est pas très drôle. Elle n'est pas hyper agréable. J'ai pas des perspectives qui me font rêver. Donc, je sais qu'un jour, il y a ma mère qui va mourir. C'est encore la souffrance en perspective. C'est encore une séparation en perspective. Donc ça me fait pas plaisir. Donc maintenant, c'est tout ce que je vois, quoi. Je vois que ce que j'aime, eh ben, je vais les perdre. Et si jamais c'est moi qui meurs, c'est moi qui vais qui fait faire souffrir les autres. Donc oui, je suis déprimée, si vous vous demandez, oui. Pour ceux qui s'inquiètent, oui, j'ai rendez-vous avec mon médecin, mais je peux pas y aller maintenant, je suis obligée d'attendre. Mais j'ai rendez-vous avec lui, puis j'ai hâte de le voir parce que c'est un médecin qui est d'abord super sympa. Et il fait de l'homéopathie aussi. Et donc, j'ai hâte de le voir pour qu'il me donne un traitement, pour qu'on puisse continuer ce qu'on a fait. Ça a bien tenu tant que j'étais sous traitement homéopathique par rapport au deuil. Et là, comme ça fait 1 mois que j'ai arrêté parce que j'ai fini le traitement, l'action en tout cas du traitement s'est arrêtée en début juillet. Et là, je le sens, je vois l'énorme différence. Hein, je suis complètement déprimée. Donc ça veut vraiment dire que ce traitement marche très très bien. Et j'ai hâte donc de le voir dans 3 semaines. Hein, à peu près, j'ai rendez-vous. Et pour repartir sur un nouveau traitement doux et je pense qu'il va être efficace. Voilà, donc même, voilà, je sais que je parle un peu doucement. Il y a une personne qui m'en a fait la remarque. J'ai pas de force en fait. Je n'arrive pas à parler plus fort. Et je sais que pour vous, c'est désagréable si vous m'entendez pas bien. J'ai pas de souffle, j'ai pas d'énergie. Je suis très fatiguée. Très très fatiguée.
Et voilà, et donc dans quelques jours je m'en vais, je quitte l'ashram de yoga et je vais au centre de bouddhisme tibétain. Je suis très très contente parce que là-bas il y a des gens que j'aime beaucoup, que je vais retrouver et rien qu'aller là-bas me fait hyper plaisir. Donc ça vraiment, ça c'est super. Maintenant, je suis fatiguée, je suis déprimée, j'ai le moral très négatif. Ça je vais l'emmener avec moi, donc ça malheureusement eux là-bas ils peuvent pas faire de miracle. Euh, il est possible que je continue à être dans cet état là-bas. Je ne peux pas attendre tout des autres, évidemment, non. Donc, je vous donnerai des nouvelles quand je serai là-bas. C'est vrai que là, je ne vous donne pas beaucoup de nouvelles, mais parce que je suis très fatiguée. Et puis très déprimée, et puis je perds le goût de parler dans des moments comme ça. Mais je sais que vous savez ça aussi. Je sais que vous vivez la même chose que moi. Et puis que vous essayez de vous en sortir autant que moi, que vous faites tout ce qui est possible pour vous, pour, euh, pour accepter de vivre. Puis je vous trouve hyper courageux, hyper courageuse. C'est vrai, sincèrement, je vous le dis franchement. Quand j'écoute à chaque fois et je regarde vos messages, franchement, je suis très émue parce que je trouve que vous êtes tellement gentil et puis vous êtes tellement courageux aussi. Vous avez des histoires qui sont très dures, vraiment très très dures. Et vous continuez, et vous continuez. Et puis je vois bien que les personnes que vous avez perdues, vous les aimez vraiment beaucoup. Et c'était des personnes qui comptaient vraiment beaucoup pour vous et qui devaient être vraiment géniales, j'en suis sûre. Et qui elles aussi doivent être de l'autre côté, comme dans mon rêve avec ma sœur, et qui nous regardent et qui doivent être tristes pour nous, qui doivent savoir qu'on n'a pas le choix, que eux non plus n'ont pas eu le choix, et que tout est décidé comme ça, et que c'est fait pour des raisons qui nous dépassent. Et je sais qu'ils sont là avec nous de tout cœur, qu'ils aimeraient bien nous porter vraiment. Et je sais que toutes ces personnes que vous aimez, elles sont là aussi pour vous. Et elles patientent. Elles patientent en se disant tout ça aura une issue à la fin, une issue positive et tout le monde sera reposé, détendu. Et en attendant, j'imagine qu'ils doivent juste se dire tenez bon, tenez bon. On est toujours là, c'est juste qu'on a changé de forme, que vous ne nous voyez pas et que vous ne pouvez pas nous entendre. Mais on est toujours là, puis on vous aime toujours autant et on vous aime encore plus. Et puis qu'il n'y a plus de souffrance. Donc ils sont libérés de toutes ces choses négatives dans lesquelles nous on est, toutes les émotions dans lesquelles on patauge, tous ces doutes dans lesquels on est, tout ce futur qu'on sait qui s'impose à nous et on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va y arriver. Mais je sais bien qu'ils sont là. Voilà. Donc, je suis sûre qu'ils sont contents de savoir qu'on communique et qu'on a créé un petit peu cette petite communauté. Je sais qu'il y en a plein par le monde et heureusement. Mais ils doivent se dire, ils ont raison. Il faut qu'on se rejoigne, il faut qu'on se soutienne parce que ce qu'on vit est dur. Il y en a certains d'entre vous qui ont perdu les personnes aimées depuis des années et ça leur fait mal encore. C'est normal. Parce que ça fait mal. Ça fait mal, bien sûr. Voilà. Écoutez, moi, je pense encore très, très fort à vous. Je suis toujours heureuse de lire vos commentaires. Je suis toujours contente. Il y a parfois certaines personnes qui me laissent des commentaires qui sont un peu durs. Je vous demande juste de faire attention, s'il vous plaît. Je suis très fragile. Très fragile. Et cet endroit, c'est une chaîne que j'ai créée. C'est un peu mon espace de parole dans lequel je dis les choses comme je les vois moi. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec moi, ça ne veut pas dire qu'il y a une seule vérité, mais je vous dis juste moi comment je vis les choses et j'ai besoin de cet espace de parole. Donc faites attention à vos remarques, des fois c'est difficile, Et puis à tous les autres qui me soutiennent, merci, merci encore une fois. Et puis moi aussi je vous soutiens de tout mon cœur, voilà. Et je vous dis à très vite pour la prochaine aventure.